Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à notre Histoire en tête. Ici Laurier Lacroix. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de m'entretenir avec Madame Nicole Forget, qui vient de faire paraître aux éditions Septentrion la biographie d'Agathe de Saint-Père. Une femme remarquable, une entrepreneure dont la carrière a été marquante à Montréal et qui a été seigneuresse de Repentigny, La Chesnaye et l'Assomption. Bonjour Nicole Forget. Bonjour. Avant d'aborder le sujet de votre livre, commençons par vous présenter. Vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité au cours de votre carrière à la Fédération des femmes du Québec, au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec. Alors, je suis intrigué sur la façon dont s'est fait le passage d'une vie active et socialement engagée au rôle de biographe, parce que vous avez déjà rédigé les biographies de Ludmila Tchiriaev, de Thérèse Casgrain, avant d'entreprendre celle d'Agathe de Saint-Père. Alors, comment vous est venue cette vocation de consacrer du temps à raconter l'histoire de vos prédécesseurs? D'abord, j'ai toujours écrit, même en travaillant, puis depuis que j'étais toute petite, j'écris. Depuis que j'étais capable de former des mots et puis de faire des phrases, puis je sais que l'été, je viens de la campagne, moi, puis mes parents disaient toujours, l'école va arriver si tôt, là, lâche ça, puis fais autre chose, puis alors, non, j'aime écrire, donc, et j'ai tenu un journal, je continue de tenir un journal, donc, l'habitude d'écrire nous mène parfois à raconter des moments de vie, souvent les nôtres, et de notre entourage, mais des fois aussi pour le besoin, par exemple, d'un travail en classe ou d'un travail au travail, de raconter la vie de quelqu'un ou d'une institution. Puis qu'est-ce qu'une biographie? Ben, c'est une histoire d'une personne. On peut la faire sur 3 pages, puis on peut la faire sur 300. C'est ce que ça commande, par contre, c'est de faire enquête, de chercher et de ne pas fermer le dossier au premier mur qu'on rencontre. Parce qu'on en rencontre dans tous les cas, que les personnes soient vivantes parce qu'elles refusent de nous raconter des choses, on les pressent, ou que d'autres nous les ont dites, ou on a entendu parler, ou pour Agathe, elle n'est pas là. Elle n'a pas laissé d'écrit. Ses contemporains en ont laissé, sur elle parfois, oui, mais c'est des vieux documents qu'on ne trouve pas toujours. Parfois, ils ne sont pas complets. Ça nous laisse sur notre faim. Alors, vient un moment où on se dit, OK, il faudrait que je clore l'enquête parce que ça va prendre le reste de ma vie, puis je n'irai peut-être pas tellement plus loin. Donc, vient un temps où on s'assoit, puis on commence à rédiger. Mais ça veut dire qu'on a chez soi une très grande table avec des papiers à ne plus finir, dans un certain ordre. Et si quelqu'un joue dedans, ça mélange toute notre démarche parce qu'il faut aller chercher, on sait où aller chercher nos choses. Alors, comment on devient biographe? Ben, certains cas, ça a été par des programmes de recherche où j'ai fait des soumissions pour des contrats. Il fallait, par exemple, j'ai obtenu un contrat pour rédiger l'histoire de la curatelle pour les 50 ans. Alors, c'était des recherches, c'était une enquête. Et ensuite, avec les HEC, où j'étais chargée de cours à l'époque, les HEC publiaient les grands gestionnaires et leurs œuvres. C'était une série, il n'y avait que des hommes. Alors, le groupe de femmes chercheuses ou chercheurs avec lesquels j'étais m'ont dit, ça ne te tenterait pas d'écrire sur une femme, tu sais, Justine Lacoste peut-être, puis l'hôpital, elle a laissé une œuvre. Et puis... Alors, j'ai fait ça aussi. Et puis 10 ans après, ben, j'ai plongé dans Ludmila parce que je l'ai vue à la télé, en chaise roulante. Elle recevait le prix du gouverneur pour les arts de la scène. Et puis là, je me suis dit, oh là 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 là, elle va mourir. Ça fait des années qu'on n'en parle pas. Et il n'y a plus personne qui va savoir ce qu'elle a fait. Donc, j'ai cherché à la voir et j'ai commencé mon enquête, même si elle m'a dit non au début. Et je lui ai dit, je peux écrire sur vous pareil, ça ne change rien. Ça serait mieux que ce soit vous qui me disiez les choses que d'autres personnes. Puis elle a fini par me rappeler. Puis alors voilà. Donc, c'est une démarche, c'est ça. On essaie, on commence, puis... Mais il n'y a rien que j'ai commencé que je n'ai pas terminé. Donc, ça devait être assez intéressant pour que j'aille jusqu'au bout. Et puis, ça a été publié chaque fois. Donc. Mais là, on passe de figures du 20e siècle
Thérèse Casgrain, Ludmila Tchoriev, à une femme du 17e siècle. Là, vous changez complètement de registre, d'histoire, de source. Là, Oui. c'est un autre dossier complètement. Complètement. Mais en même temps, par contre, il y a le même filon, c'est-à-dire de s'assurer que des femmes remarquables ou exceptionnelles qui ont fait des choses, qu'on les oublie pas. Bon, elle, c'est comme un hasard que ça soit elle. Lors du 100e anniversaire des HEC, les anciens, je suis une ancienne diplômée des HEC, plus d'autres ont été convoqués parce qu'il y avait un colloque pour célébrer les 100 ans. Puis le groupe de femmes qui faisait de la recherche sur les entrepreneurs au féminin a présenté une série de femmes depuis le début de la colonie. Et il y avait le nom d'Agathe de Saint-Père, manufacturière. Puis j'avais ça de côté. J'étais en train de finir Thérèse Casgrain, ou à peu près, sinon peut-être que j'étais en système de suivi pour la vente. Et quand j'ai rangé mes papiers, je me suis dit, tiens, je vais aller voir qu'est-ce qu'on dit sur elle, qu'est-ce qu'il y a. Puis il n'y avait pas grand-chose. Hein. Le dictionnaire canadien, puis 2-3 autres affaires. Alors, je me suis installé dans mon ancienne alma mater, justement, sur la rue Vigée, là, les anciens HEC, où sont les ANQ. Et j'ai commencé à fouiller les archives des notaires. Parce qu'au début, ça n'est que des notaires. Après ça, les procès. De fil en aiguille, ça nous mène. Et puis, on arrive à la personne en cours de route. Donc, vous entendez un mot et ça déclenche votre désir de savoir qui elle est. Savoir qui elle est. Qu'est-ce que, c'est bien beau de dire manufacturière, mais oui, manufacturière, c'est comme Agathe de Saint-Père, manufacturière, c'est beau. Avant, c'était des sœurs. Après ça, il y a Louise de Ramsey. Et son père, quand il meurt, elle s'occupe de la série. Elle est manufacturière, de quoi? De ça. C'est une ligne. Alors, ma curiosité m'entraînait à aller fouiller ça. Curiosité saine dans ce cas-là. Donc, vous faites toute cette recherche, vous la mettez en forme et vous l'organisez sous un livre, la forme d'un livre qui est structuré autour de 5 étapes de la vie de Agathe de Saint-Père. J'aimerais vous amener à relire ce plan-là parce que même si le fil conducteur est l'histoire d'Agathe de Saint-Père, vous l'enclavez, vous l'enchâssez dans une histoire de ses contemporains proches, de ses parents, et dans une histoire de la Nouvelle-France. Donc, c'est plutôt ces 3 volets-là qu'on va regarder ce matin, si vous voulez bien. Donc, elle, en fin de parcours, peut-être, mais d'abord, ses parents, sa famille, parce qu'il me semble avoir joué un rôle déterminant pour forger son caractère, pour déterminer peut-être un peu la direction que sa vie va prendre. Et en particulier, le rôle de son grand-père, de ses grands-parents, Françoise Gadois et Nicolas Godet. Ça, c'est des gens exceptionnels. Bien, d'abord, c'est ma même démarche, je réalise pour toutes les choses. Je pars à la recherche, là, dans les cas, c'est les femmes, et de la petite fille. Qui était cette petite fille pour devenir ce qu'elle est devenue, celle qu'on a connue. Ici, je ne suis pas capable de vraiment retracer ça parce que j'ai peu de choses, mais en me servant un peu de ce qui se passait à l'époque, du climat et le reste, je suis un peu capable de me dire « Oh, elle a sûrement rencontré ceci, cela, cela, cela. » Bon. Si j'arrive à Nicolas Godet puis Françoise Gadois, elle n'a pas connu Nicolas Godet. Hein? Il a été scalpé le même jour que son père en 1657. Agathe avait 8 mois, 9 mois à peu près. Elle a connu sa grand-mère. Ça, sa grand-mère, elle est décédée, elle avait 100 ans à peu près à Pointe-aux-Trembles, selon les archives. Donc, et c'est certain que sa mère, Mathurine, qui avait 5 ans quand elle a fait la traversée de Maisonneuve, a dû se fier sur sa mère beaucoup. En tout cas, elles se sont consolées toutes les deux. D'abord, leur propriété était à 2 pas, à Pointe-Saint-Charles. Et les Saint-Père Maisonneuve avait décidé que pour la quarantaine de personnes qui arrivaient avec eux, les hommes qui s'établissaient, il allait leur donner pas juste une place en ville, comme on disait, donc eux autres, ils avaient au coin de Saint-François ici, puis la place d'Armes, mais aussi un terrain
avec un droit de chasse et le reste. Alors, de Saint-Père a eu une terre de 40 arpents à Pointe-Saint-Charles. 40 arpents, là, c'est quelque chose. Hein, quand même. Et probablement qu'à l'époque, ça devait être comme en campagne quand j'étais petite, 3 arpents de front, 40 de long, là. Alors, c'est une bonne terre. Alors, et puis, il avait construit une maison là-dessus, étagée, avec une cave et un puits. Donc, Françoise, elle va vivre là. Puis Mathurine, elle va vivre à côté, n'ayant plus de mari. Les deux n'ont pas de mari, là. Et puis, en plus, ils n'ont plus l'homme engagé qui aidait. Ils ont sûrement d'autres employés pour être capables de cultiver la terre. Et Mathurine, elle a 2 enfants. Une comme ça, de 8-9 mois, puis Claude qui a 2 ans, à peu près quelques. Ça a dû être assez difficile si elles ne se sont pas épaulées, je ne sais pas, tu sais comment. Puis la communauté était petite, fait que j'imagine que tout le monde s'est mis ensemble. Qu'est-ce qu'elle a retenu de la grand-mère Françoise? Je n'en sais rien. Mais sa mère, dès qu'elle se remarie avec le frère aîné de Charles Lemoine, Jacques Lemoine de Sainte-Marie, elle s'en vient beaucoup en ville. Parce que son mari fait affaire. Les Lemoine, là, ils emmenaient large. Hein? Les 2 Lemoine, plus leur beau-frère, Lebert puis Messier, ils contrôlaient tout le commerce là, à l'ouest de Trois-Rivières. Là. Puis ils avaient même des entrepôts à Québec. C'était quelque chose. Alors, et ils équipaient tous les marchands, enfin tous ceux qui partaient pour le bois aussi, pour les pays d'en haut, qui ne sont pas les pays de Séraphin. Là. C'est les pays d'en haut, les Grands Lacs, etc. Je vous arrête parce que je veux être certain que nos auditeurs comprennent bien que une fois veuve, Françoise Gadois entre dans la famille des Lemoine. Donc, Françoise, pas vraiment. Enfants. Pas Françoise. Non, Mathurine, pardon, oui, Mathurine. Donc, la mère d'Agathe. Oui. Et donc, il y a ce grand-père qui arrive avec Maisonneuve, qui est un des premiers colons donc, de Montréal, mais qui meurt très jeune aux prises avec ces guerres amérindiennes dont vous allez parler et qu'on va évoquer également. Et donc, sa mère élève ses 2 enfants et sa petite Mathurine va être amenée à finalement, peut-être à changer de statut social. Est-ce que l'entrée dans la famille Lemoine veut dire qu'on... Je ne sais pas, parce que Jean de Saint-Père, c'était le premier notaire royal. Alors, il y avait un statut dans la société, là. Les contrats passaient par lui, tu sais. Alors, c'était sûrement... Donc, c'était un genre de Rome, comme on disait, et il y avait un niveau de noblesse, lui, alors, dont sa fille a hérité, parce que le fils Claude était décédé. Alors, ils sont à un niveau un peu plus élevé, je crois bien, que les Lemoine. Mais... tu sais, il y a ces niveaux-là comme ça, là, mais il y a les niveaux d'influence aussi. Et Jean de Saint-Père n'étant plus là, c'est sûr que les Lemoine en prennent. Et un qui en avait aussi, c'est Lambert Loss, qui est le parrain d'Agathe. Alors, quand on regarde ça, il y a Jeanne Mance, il y a Marguerite Bourgeois, il y a Lambert Loss, il y a de Maisonneuve. Ça continue tout le monde ensemble, là, ces gens-là. Ce qui fait que cette société-là, avant que Charles Lemoine ait tous ses fils, et puis que Jacques Lemoine de Sainte-Marie et puis Mathurine aient des filles et 1 ou 2 fils, eh bien, Agathe, dans ça, se promène dans un milieu qui est assez fascinant. Ne fût-ce que pour les histoires qui se racontent. Évidemment que ses cousins Lemoine, ils sont plus âgés qu'elle, ses cousins par alliance. Il y en a qui sont allés en Europe pour faire les études en navigation, puis d'autres qui sont déjà truchements, comme on appelle, les interprètes, parce qu'ils possèdent plusieurs langues amérindiennes. Donc, c'est quelque chose. Puis il y a les marchés ici constamment, là. Juste en bas, pas tellement loin d'ici, entre Pointe-à-Calière puis ici, il y a des places publiques à l'époque, et puis ce qui est la commune. Et les Amérindiens arrivent pour vendre leur peau 2-3 fois par année quand ils sont pas fait voler en cours de route ou je ne sais trop. Alors, elle vit dans ce milieu-là très grouillant. Évidemment, quand l'hiver arrive, c'est autre chose, là, mais ils doivent se raconter des histoires. Je ne sais pas comment c'était l'Europe. Je ne sais pas trop, tu sais. Ça ne m'a pas l'air du monde extrêmement fervent. On ne voit pas beaucoup qui sont dans les églises, dans les processions, Ça fait que
Puis les fils Lemoine ont des femmes amérindiennes aussi à l'occasion. L'Église ne se crache pas là-dessus, probablement parce que ça fait temporiser. C'est comme un peu... on va faire la paix en faisant ceci, puis bon... Peut-être qu'ils pensent que c'est pas une vraie femme non plus au sens de la religion. En tout cas, elle baigne dans ce milieu-là. Puis je ne le sais pas. Moi, elle m'est apparue, à force de creuser les contrats, puis elle m'est apparue comme une femme foncièrement libre intérieurement. Elle était capable de prendre ses décisions très tôt. De toute façon, elle n'a pas eu bien le choix en prenant la maisonnée. Et personne n'allait lui dire quoi faire, je pense, puis lui piler sur les pieds. Je crois qu'elle en savait au moins autant que tout le monde. Et elle est lettrée. Je ne sais pas jusqu'où, mais ses signatures, d'abord, sont toujours du même ordre. J'en ai fait mettre une dans le livre parce que je trouvais que c'est parlant une signature. À l'époque, vous savez, il y a plein de fioritures dans les signatures. Et elle, non, c'est assez régulier. Et puis, quand on voit quand elle dicte ou qu'elle écrit elle-même des petits bouts de papier pour donner des ordres à des employés ou envoyer ça à un notaire ou à un juge de paix ou je ne sais plus trop, en tout cas un officier de justice, on voit que c'est des phrases bien faites grammaticalement. Il y a parfois des fautes, mais tu sais, c'est comme pas si pire, là. Oui. Fait que, donc, je me dis, elle signait. Il y en a qui ne signent pas lors des mariages. Mais, par exemple, sa grand-mère Françoise ne savait pas signer. Mm-hmm. Et donc, sa mère, Mathurine, la mère d'Agathe, décède en 1657 et elle épouse donc... Elle n'est pas... Mathurine ne va pas décéder en 1657, en 1672. C'est le père de Mathurine et le père d'Agathe qui décède. Oui, c'est en 1657. Ouais. Merci de me reprendre. Et donc, elle-même devient orpheline de mère alors qu'elle a 15 ans. Oui. Et là, il y a, votre premier chapitre parle justement de son rôle de mère putative, finalement, de toutes ses frères et sœurs. Demi-frères et sœurs de la famille qu'elle a eue avec les Lemoine. Oui, tout à fait. Puis ça va durer très longtemps. Là. Il y a un fils, Nicolas Lemoine de l'Eau, là, qui est un peu tête en l'air parfois, je ne sais pas trop, il y a des procès. Puis avec une des demi-sœurs qui s'appelle Catherine, elles vont essayer de le ramener à l'ordre, d'éviter un mauvais mariage, etc. Puis on fait recours à elle. Donc, elle est une figure sûrement d'autorité, de rigueur, de sage conseil, probablement, parce que pourquoi on lui demanderait un avis? C'est comme, après tout, t'es pas ma mère, puis t'es pas vraiment ma sœur. C'est comme... non, c'est comme... J'ai l'impression qu'elle, dans la famille, très rapidement, elle était la personne sur qui on pouvait se reposer. Mm-hmm. Et donc, son tempérament déjà est formé dès l'adolescence, ce qu'on considère aujourd'hui l'adolescence, mais c'était une adulte responsable. Oui, à l'époque. Oui, à l'époque, de toute façon, il y avait beaucoup de mariages à 13, 14 ans. De toute façon, l'Église, c'était quoi? 12 ans pour les filles, 14 pour les garçons ou quelque chose comme. C'était vraiment très jeune, l'âge canonique. Alors, c'est comme... mais plusieurs étaient mariés très tôt, mais plusieurs avaient charge de famille très tôt parce que les femmes mouraient en couche ou par des épidémies, autrement, elles ne mouraient pas, elles vivaient. Ça, pour moi, c'était une surprise de trouver dans mes recherches que les gens vivaient longtemps, très longtemps ici. Et on en a 2 exemples avec cette famille-là en particulier. Oui, tout à fait. Donc, en 1685, je pense que la date est bonne cette fois, Agathe de Saint-Pierre épouse Pierre le Gardeur de Repentigny. On peut questionner la raison de son choix parce que son mari ne semble pas être l'homme le plus courtois, il est un peu volage. Donc, encore là, on ne sait pas trop pourquoi elle choisit cet homme-là. Je ne sais même pas pourquoi elle s'est mariée, au fond. En 1683, là, elle a des contrats, puis elle engage du monde pour aller faire la chasse aux garçons parce qu'elle obtient des congés de traite qu'on appelle, là, que le gouverneur donne aux nobles et puis à certains hauts placés. Et elle fait ça, ça va bien. Ensuite, elle vend de l'équipement pour des gens qui partent dans le Nord. Puis, pourquoi est-ce qu'elle s'embarque? Puis, elle a hérité, évidemment, de sa mère, là. Elle a hérité de la propriété. Sa mère avait hérité de la propriété de son père pour la moitié. Ensuite, elle a hérité quand sa mère est décédée de tout ça. Et les Sulpiciens lui ont donné aussi une seigneurie.
qui lit la présentation avec tout près de Dorval, là, les îlets de Dorval. Ouais, il me semble que c'est ça. Et alors, elle a beaucoup d'argent. Et quand elle se marie, je n'ai pas retracé le contrat de mariage, mais dans l'acte après décès, quand on fait on analyse les biens, on a pour Pierre Legardeur de Repentigny, on retrouve, bon, il y a toutes sortes de titres, puis il y a un titre papier, je ne sais quoi, là, c'est l'important. Et il y a mariage, acte de mariage en telle affaire. Et elle apporte 4000 livres. Ça, là, à l'époque, une immense seigneurie valait peut-être 15 000 livres. Alors, elle s'en vient avec ça. Puis lui, il n'y a rien à apporter, là. Il y a un salaire de petit officier qui joue aux cartes, puis qui joue aux dames, puis dans tous les sens du mot, et puis qui évapore tout. Puis alors, je me dis, pourquoi c'est embarrassé de ce gars-là? Est-ce que le célibat était fréquent à l'époque? Est-ce que les femmes se mariaient, étaient obligées de se marier, non? Ils n'étaient pas obligés de se marier. Il y en a qui ne se marient pas, tu sais, mais je ne sais pas. De ces filles, d'ailleurs, sont mariées dans la trentaine, là. Ça les tentait pas, là. C'est une demi-sœur aussi. Fait que les filles allaient tôt, par exemple, dans les communautés. 2 de ces demi-sœurs sont allées chez Marguerite Bourgeois. Une est devenue supérieure de la congrégation, d'ailleurs, après que Marguerite Bourgeois a cessé. Ces filles sont devenues des religieuses aussi. Je ne sais pas pourquoi. Mais la vie religieuse ne l'attirait peut-être pas, elle ne voulait pas... Sûrement pas, sûrement pas. Pourtant, dans la vie religieuse de l'époque, il y avait des femmes d'affaires. C'est les premières en Nouvelle-France, c'est des religieux, des religieuses. C'est parce que Monseigneur à Québec voulait qu'elles soient cloîtrées, toutes les religieuses. Hein. Il a fait la bataille contre Marguerite Bourgeois là-dessus. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Puis, je ne sais pas si j'ai... Personne m'a... Parmi les historiens qui ont fait des recherches, là, de temps en temps, il n'y avait rien qui répondait à ça. C'est comme... Je ne sais pas. Avant d'aller plus loin dans la vie de couple d'Agathe de Saint-Père, on va faire une pause musicale. Qui se des l'aube se démène tout en croisant la trame avec la chaîne. Comment dit-il? Pourrais-je fuir la gêne? Et type table, un fil cassé du temps perdu. Comment pourrais-je avoir mon dû? Et roulons là. En poussant la navette, le beau temps viendra. Dans sa chaumière ou dans la grande usine, il a toujours misère pour voisine, même au jour gras, bien maigre sa cuisine. Est-il est-il trop gros, est-il trop fin, et les petits pleurant la faim, jour là. En poussant la navette, le beau temps viendra. Non pour lui seul, mais bien pour tous ses frères, les meurs de faim, les gueux, les pauvres airs, se lèvera, l'aurore qu'il espère, et type-tape, et entend bruire la cité où l'on travaille en liberté, y roulons là. En poussant la navette, le beau temps viendra. Ici Laurie Lacroix, je m'entretiens donc avec Nicole Forget, auteur d'une biographie d'Agathe de Saint-Père. Donc, nous étions à parler de ce jeune couple qui vient de se former entre Agathe de Saint-Père et Pierre Legardeur de Repentigny. Au cours de cette période, justement, Agathe de Saint-Père va se montrer une administratrice et une femme de fer importante. Vous parlez tout à l'heure de congé de traite. Ça veut dire de superviser des équipes de coureurs des bois qui s'en vont... Ça veut dire engager des personnes et les équiper, soit qu'ils arrivent tout équipés avec leurs canaux puis tout ce qu'il faut pour partir pour un an et demi, soit les équiper. Mais les congés de traite, c'est le gouverneur qui donne le congé, comme il donne... Chaque fois que quelqu'un sort de sa zone,
depuis 1663, je ne sais pas trop, en tout cas, la France, quand elle a repris le contrôle de la Nouvelle-France, là, que ce n'était pas juste les Sulpiciens qui avaient tout ça, elle a créé 3 gouvernements et comme une fédération. Alors, le gouvernement de Montréal, le gouvernement de Trois-Rivières, le gouvernement de Québec et le gouverneur général à Québec au-dessus de tout ça. Et avec les tribunaux, puis toute la quête. Et les gouverneurs peuvent donner un congé. En général, c'est le gouverneur général plus qu'autre chose, mais les gouverneurs peuvent donner un congé, donc une permission de sortir de son gouvernement local. Donc, on trouve souvent dans les documents une permission d'aller à Québec, à Montréal, d'aller à Québec pour aller défendre devant le tribunal d'appel tel dossier. Tu peux pas sortir comme ça, puis t'en aller à Trois-Rivières ou prendre le fleuve, puis de toute façon, il faut tout faire par le fleuve. Là, il n'y a pas vraiment de chemin. Alors, c'est assez fascinant. Donc, là, c'est un congé de traite. Tu peux sortir pour aller faire la traite. Et c'est détaillé. La traite chez les Illinois ou la traite au Grand Lac de Taillefer ou tu as un congé pour aller, par exemple, apporter des vivres à telle personne qui est à tel endroit, sur tel territoire. Et donc, de temps en temps, elle a des permis d'envoyer. Et puis, son fils, René, est en charge quelque part dans les territoires. Alors, soit elle ou la femme de René ont des permis d'envoyer de la nourriture pour les mois qui s'en viennent pour passer l'hiver. Tu sais, c'est comme fascinant de voir comment... Au poste de Michilimackinac, je pense. Oui, quelque chose comme ça, effectivement. Ouais. Alors, c'est très réglementé dans un sens, mais c'est ordonné, puis ça permet que ça aille pas trop mal. Puis ceux qui passent à côté, ben, des fois, ils se font taper ses doigts, puis d'autres, ben, ils restent dans le bois, ils se perdent. Elle s'implique dans le foncier également. Elle achète des terrains. Oui, elle achète des terrains puis des propriétés. Elle, ses propriétés dans le Vieux-Montréal, c'est derrière... D'abord, ça donnait sur ce qui est Saint-Sulpice aujourd'hui, mais à l'époque, ça s'appelait Saint-Joseph. Au début, ça m'a mêlé, ça. Je me disais, voyons donc, Saint-Joseph en haut, c'est pas développé ce coin-là, comment ça se fait Saint-Joseph? Et ça va jusqu'à la commune, et ça vient jusque derrière la basilique. Et ça va dans le jardin des Sulpiciens. Et son père avait la propriété Saint-François-Xavier, là, juste là, et qui s'étendait jusqu'à ce qui a été l'édifice de la Banque nationale sur la place d'Armes. Donc, elle avait une immense propriété. Après, il y a des morceaux qui ont été vendus, soit ses beaux-parents en ont acheté ou d'autres, mais il y a comme une enclave aussi quelque part là, que je n'arrive pas tout à fait à définir. Et les Lemoine, d'après ce que je comprends, seraient de l'autre côté. Et puis, ils en ont, là, eux autres aussi, pas mal de belles maisons avec les Lebert et les Messier. Donc, traite des fourrures, mobilier et entrepreneur. Donc, elle se lance dans l'opération du tissage, en fait. Oui. Et ça, comment est-ce que cette idée-là peut apparaître? Comment est-ce qu'elle a cette idée de... Je pense que c'est toujours ça, un entrepreneur. Il voit passer une occasion, puis il saute dessus. Les Hollandais ont contrôlé les mers jusque vers, je ne sais pas, 1680, 90, quelque chose comme. Et là, les Anglais se sont mis à leur poursuite. Et au début du 18e siècle, vers 1800, ils arraisonnaient les bateaux qui arrivaient de France. S'ils ne coulaient pas, ils les volaient. Sinon, ils les amenaient chez eux. Et alors, en 1704, à tout le moins, mais même avant ça, on dit qu'à 1700, elle avait déjà commencé une manufacture de tissage dans sa propriété sur Saint-Joseph, dans ce coin-là. Alors, et en 1704, le bateau La Seine, comme le fleuve à Paris, est amené en Grande-Bretagne, enfin en Angleterre. Là-dessus, il y a l'évêque de Québec, puis pour 1 million de livres de biens, puis de toutes sortes d'affaires. De sucre, de sel, c'est nécessaire pour la colonie, de tissus, de vêtements, d'armes, en tout cas. Alors là, ça veut dire qu'il est trop tard dans la saison, il vient 2-3 bateaux par année. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle avait quelques ateliers, quelques moulins à tisser et quelques tisserands qu'elle mettait en marche. Et quelle chance, tout d'un coup, il y a
un bataillon, si je peux dire, qui s'en va en expédition un peu de... Est-ce que c'est de vengeance contre les Iroquois de quelque part? Les Iroquois qui parlent anglais, ils sont du côté américain, du côté du sud. Les branches iroquoises qui parlent français sont de ce côté-ci du fleuve surtout. Alors, ils partent, puis ils s'en vont dans le Massachusetts. Ils font une virée à Deerfield. Et puis, ils saccagent un peu, ils brûlent, puis ils prennent des prisonniers, puis ils s'en reviennent. Et Agathe entendait que parmi les prisonniers, il y a des tisserands. Puis un jeune enfant aussi, elle avait avoir le jeune enfant. Mais en plus, on lui dit, ben, tu sais, il y a des tisserands. Et c'était coutume de racheter des prisonniers parce que quand les Français vont, ils vont avec des branches amérindiennes qui veulent avoir aussi des prisonniers comme monnaie d'échange ou parfois simplement pour remplacer un de les leurs qui a été tué puis leur donner la même âme, si je peux dire. Bon. Alors, elle veut l'enfant parce qu'elle sait bien que l'enfant, il ne pourra pas survivre, ou en tout cas, s'il survit, il ne verra jamais ses parents un jour. Et elle ramasse 9 tisserands. Et là, jusqu'à un certain temps, il semble qu'elle avait je ne sais plus combien de métiers à tisser qui marchaient là-dedans dans ces manufactures. Et la preuve est faite que c'était vrai, parce que des fois, il me semble que d'un coup sec, t'as ça. C'est qu'il y a une lettre envoyée au roi de France et qui explique qu'elle leur a fait des logements, elle les a logés à ses frais. Elle les a achetés, puis elle a fait ci, puis elle a fait ça. Et quand je trouve dans les archives de la Ville de Montréal, où on a les plans de ses propriétés, là-dessus, on voit qu'elle a 9 cabanes. Fait que là, je me dis, coudonc, 9 cabanes, 9 tisserands, elle aura fait une espèce de petit hangar, je ne sais trop, derrière la manufacture pour qu'ils puissent se loger. Et puis un jour, bon, ben évidemment que les gens du Massachusetts veulent avoir leur monde. Et puis, ce qui lui fait le plus mal au cœur, évidemment, c'est le jeune garçon, parce qu'elle avait un fils, puis ça devenait un ami de son fils. La coutume de racheter des prisonniers, ça vient des Amérindiens qui font ça entre eux. Alors, bon, les Français en rachetaient. Après, on a dit, on a fait la traite des esclaves, puis et probablement qu'on a sauvé beaucoup de monde, peu importe qui les rachetait, là, mais ceux qui les rachetaient en ont sans doute sauvé beaucoup d'un destin qui aurait été fort différent. J'ose pas le qualifier parce que je le sais pas, puis je veux pas choquer personne, mais c'est ceux qui auraient été différents. Si t'es habitué de vivre dans une espèce de ville, puis que tu te ramasses dans une cabane au fond d'un bois, je suis pas sûr que c'est tout, puis que tu connais pas la langue ni rien, garde. Et donc, qu'est-ce qu'on tisse? Parce que est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de laine tant que ça? Non, elle tisse avec, du poil des bœufs, des Linois, là, les mufles, je ne sais trop. Elle aussi avec l'asclépiade. On commence aujourd'hui à reconnaître comment ce duvet peut être capable de faire quelque chose. D'abord, ça retient la chaleur, la sueur. Et elle tisse aussi du lin. Alors, on a... on produisait du chanvre et puis ce genre de choses. Et maintenant, dans la filière du tissage, il y a ceux qui vont garder la laine, il y a ceux qui vont faire ci, faire ça, faire ça. Alors, elle devait avoir énormément d'ouvriers tout autour qui qui préparaient le matériau pour être capable de le mettre sur le métier à tisser. Ça n'arrivait pas tout fait, là, ça. Alors, et puis pour les teintures, elle s'est servie des racines qu'on trouve, puis des feuilles. Puis moi, petite, je me souviens très bien que papa parlait de la savoyane, qui disait, mais c'est la savoyane. Et puis bon, il y en a de couleurs différentes. Mais je pense qu'elle n'était pas arrivée, d'après ce que je vois, à avoir une couleur aussi éclatante que celle des Amérindiens, parce qu'il fallait fixer la couleur, ça ne devait pas tenir à cause des lavages. Mais elle avait traité les peaux de chevreuil aussi, de façon à les assouplir sans avoir à prendre les huiles ou les graisses de l'époque. Alors, je pense qu'elle était industrieuse, créatrice. Elle avait sûrement du talent parce que... Ça ne s'invente pas de partir tout seul du jour au lendemain, puis je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, elle s'est inspirée sûrement de ceux qu'elle avait côtoyés. Puis je pense que pour nos ancêtres, là, rien n'était impossible quant à moi. Ils n'auraient pas survécu. C'est un peu la trame de fond de votre livre. Donc, elle devient veuve en 1736.
Et donc, pendant une dizaine d'années encore, elle va être très active comme administratrice, enfin, comme seigneuresse des seigneuries qui étaient au nom de son mari, là, de Repentigny, Lachenay, l'Assomption. Et on voit que là encore, même son âge avancé, elle va faire beaucoup d'interventions pour... Mais d'abord, la première intervention qu'elle va faire avant qu'il décède, un seigneur, c'est pas riche. Ça a de grands territoires et puis il faut les exploiter. Donc, il faut qu'il en cède des parties à des serfs, je sais, qui vont apporter 3 poches d'avoine, puis 3 ci, puis 3 ça, une fois par année au seigneur. Mais bon, faut que la terre produise. Alors, le père de Pierre Le Gardeur de Repentigny, il n'y avait pas vraiment l'esprit à ça, le goût à ça, je sais trop. Alors, quand le fils hérite parce que son père décède, il en fait un peu, mais ça ne va pas très loin non plus. Alors, Agathe, à un moment donné, décide, elle, de dire « Hey, ça va faire ». Enfin, j'imagine. Ils se mettent à trouver des parcelles, puis à trouver des gens, surtout de Pointe-aux-Trembles, qui était près de la rivière et c'était pas trop large pour traverser. Et puis, ils étaient capables, parce que le Gardeur, ça commence juste au bord de l'eau, là, et ils étaient capables de mettre ça en valeur. Mais, au tout début, quand le père, le Jean-Baptiste, le Gardeur, a obtenu la seigneurie, il n'y avait pas les moyens de tout l'exploiter. Alors, il en a cédé une partie à Aubert de Lachenay, mais il ne savait pas combien. Alors, ils ont tiré la ligne quelque part dans la rivière de l'Assomption, mais il a donné comme les 3/4 à Aubert de Lachenay. Ben, Lachenay, à un moment donné, il faisait grande vie, c'était un commerçant véreux un peu, et tout d'un coup, ça ne marchait pas. Il en a cédé des parties. Finalement, ça s'en allait en faillite, toute cette affaire-là. Et un jour, Agathe décide, je ne sais pas où est-ce qu'elle a pris l'argent, il s'est mise à l'encan, elle part, puis elle mise. Et elle gagne la seigneurie en entier, de sorte qu'elle était capable de remembrer l'héritage du début. Et ça, même de nos jours, il y a bien des héritiers qui n'essayent pas de ramener. Ils envoient plutôt, puis ils envoient ça loin, puis ils envoient ça loin. Alors, elle a ramené ça pour ses héritiers, au fond, pour les héritiers de son mari. Mais la plupart ne voulaient pas vraiment ça, là, mais en tout cas. Donc, c'était quelqu'un qui, je pense qu'elle avait je sais pas comment je dirais ça, mais elle avait une vision d'affaires, oui, certainement, mais elle avait une vision de sauvegarde aussi des patrimoines. Tout ce qu'elle a eu, elle a essayé de les exploiter. Et le jour où ça ne marchait plus, entre autres, elle va trouver les Sulpiciens et elle va dire « Écoutez, moi, je ne peux pas continuer, là. » Parce que, entre autres, le Troupe des îles d'Orval, ce qu'elle avait, la présentation, après le massacre à 1689 à la Chine, c'est tout près, il n'y avait plus d'employés qui voulaient aller travailler là. Alors, elle dit « Moi, je ne peux pas payer les charges de cette seigneurie-là, je vous la rends. » Et ils lui ont donné, je ne sais pas quoi d'autre ailleurs, des territoires qu'elle a exploités en attendant aussi. Donc, juste de faire ça, de ne pas juste attendre que ça pourrisse, et puis que... Non. Et puis un jour, elle a décidé de fermer, de louer l'édifice de sa manufacture. Elle a loué ça à un boulanger. Et elle a gardé l'usage de l'étage dessus. Et par contrat, le droit de passer par la porte en avant, et que quand il chauffe, l'interdiction d'enfumer son étage. Tu sais, c'est comme... Elle avait pas... Oui. Ce que vous décrivez, c'est l'intelligence, c'est-à-dire sa capacité de s'adapter aux situations et d'en profiter, ce qui est une qualité remarquable. Elle se retire en 1639 chez sa fille, à Québec, donc une région qu'elle a fréquentée par affaire, mais qu'elle connaît moins bien. Sa fille qui va devenir supérieure de l'hôpital général, puis elle décède donc en 1647. Est-ce que, j'étais curieux de savoir si, elle a plusieurs filles, dont certaines deviennent religieuses, son fils qui meurt, mais qui a des enfants. Est-ce qu'il y a encore des descendants d'Agathe de Saint-Pierre? Il y a l'association des Le Gardeur de Tilly, Le Gardeur et de Tilly. C'était 2 branches différentes, là, mais du même ancêtre au départ. Mais ils n'ont pas... moi, j'ai communiqué avec eux pour avoir des informations, entre autres parce que je cherchais s'il y avait un portrait
d'Agathe. Et parce qu'il y a un contrat quelque part d'un monsieur de Saillant qui m'a l'air d'un peintre ambulant, là, et qui reconnaît avoir reçu de l'argent pour faire le portrait de Madame de Repentigny. Alors, mais la mère de son mari, sa belle-mère, vit encore de Repentigny. Fait que je ne sais pas si c'était de la belle-mère ou d'Agathe, mais parce que les femmes gardaient leur nom beaucoup. Elles ne signent pas de Repentigny nulle part, elles, là. Quand elles signent, là, c'est Agathe de Saint-Père, veuve de Repentigny. Puis veuve est en dessous, là. C'est pas au-dessus pas à côté. C'est comme... Alors, je ne sais pas, mais j'ai fait des recherches à l'infini. Eux ont confirmé qu'il y avait eu ça, mais que dans la famille, il n'y a rien, qu'il ne restait rien. Le vieux manoir à l'Assomption, il a été détruit il n'y a pas longtemps, malheureusement, mais il a tenu. Alors, les enfants, la femme et les enfants de René étaient dans le manoir un bout de temps. Puis, quand le régime anglais est arrivé, la plupart de ceux qui restaient sont partis pour la France. Le manoir, je ne sais pas, une des filles encore avait un œil dessus parce qu'elle avait une partie aussi de la seigneurie. Ça a été vendu. Je ne sais pas qui ont été les propriétaires, mais tout à coup, le gouvernement du Québec a eu cette propriété-là. Je ne sais pas si c'est la police ou je ne sais trop. Et puis, il y a quelques années, ça a été laissé à l'abandon, puis malheureusement, c'est détruit. Alors, donc, il ne reste plus de traces, sinon dans les archives. Ouais. Mais comme on le voit, les archives parlent. Ils n'ont pas besoin d'avoir énormément de choses. Non. Rapidement, j'ai évoqué que votre livre fait aussi un portrait plus global de la vie en Nouvelle-France. Puis la vie d'Agathe est très longue et très active. Mais ce qu'on voit beaucoup, je ne sais pas si vous insistez surtout là-dessus, vous le faites ressortir, ce sont tous les fléaux qui sont abattus sur la Nouvelle-France. Oui. Les attaques des Iroquois, les inondations, les invasions, les invasions de chenilles, température élevée, sécheresse, puis diluvienne. On se croirait à lire la météo aujourd'hui, finalement. Oui. Là, mais là, ça se passe sur un siècle. Et donc, c'était une vie extrêmement difficile. Et en fait, du moins, c'est ce que vous en faites ressortir. Toutes mes lectures là-dessus, puis même les Jésuites, puis Marie de l'Incarnation, puis Marie Morin de chez Jeanne Mance, quand il parle du froid, il y a du fret. On a le dos à l'âtre, et puis aussitôt qu'on se retourne, on gèle. Et si on ne se dépêche pas à chauffer notre pain le matin, il est dur comme de la pierre. Puis, c'est comme... Alors, c'est sûr que c'est pas drôle. Puis, le vent pousse la neige à travers les craques. Puis, bon. Mais ça fait que ces gens-là sont beaucoup plus forts qu'on peut l'imaginer. Parce que pour survivre à ça, il est certain qu'ils ont développé... je ne sais pas comment appeler ça, des anticorps ou des moyens de survie. Ce sont des survivants, les premiers qui sont arrivés. Et les épidémies, peut-être qu'il y en aurait eu pire en France parce qu'elles arrivent d'ailleurs, les épidémies. Les premiers temps, ici, il n'y en a pas. Hein? Alors, c'est sûr que ça arrive par les bateaux. Et très souvent, on voit, le bateau, ils sont obligés de le détruire quand il arrive à Québec parce qu'il y a des morts dessus, puis etc., puis ça ne va pas. Donc, il y a ça, il y en a plein. Les femmes meurent en couche ou donc ils meurent par des épidémies. Et autrement, elles vivent. On voit bien qu'elles vivent. Puis c'est pas parce qu'elles se ménagent. La plupart ont plusieurs enfants, puis alors elle enterre un enfant, puis elle tombe enceinte, puis elle enterre un autre, puis bon. Et puis le mari est parti, il a été tué, ou il court les bois pour ramasser un peu d'argent, ou il défriche la terre à l'autre bout. Tu sais, c'est dur, la vie. Et c'est sûr qu'il y a des cycles au niveau de l'agriculture. Et je passé, moi, quand même 17 ans à la campagne, à travailler dans le champ. Quand je voyais ça tomber récemment, là, je me disais, oh mon Dieu, là, la récolte de tabac, là, nous, on faisait du tabac cigare, tu sais. Ou, là, le blé qui est en quintot, tu sais, puis l'avoine, avec la pluie qui tombe, là, ça sèche pas, ça. Qu'est-ce que tu fais? Ça pourrit. Alors, il reste quoi? Donc, eux autres, ils ont ça aussi. Et par période, oui, il y a des sauterelles à la tonne. Aux États-Unis, là, il y en a, ça fait 1 an qu'ils nous en parlent. Là. Dans certaines petites villes, le bruit des sauterelles, les gens sont en train de devenir fous. Tu sais, ils mettent des bouchons dans les oreilles. Donc, il y a ça. Il y a...
sais, il y a les Iroquois et on peut les comprendre, c'est les Iroquois. Là, regarde, il y a du monde qui arrive, qui ne connaissent pas, qui ont l'air de je ne sais pas quoi, qui plantent des pneus, qui s'installent, puis, tu sais... Et tout ça, c'est quand le feu ne prend pas, parce qu'il y a des incendies majeurs aussi. Oui, il y a 3 incendies, dont le pire est 1721, parce que là, ça a ravagé le Vieux-Montréal. C'est énorme le nombre de bâtiments qui sont détruits, même ceux qui étaient en pierre. C'était pas juste en bois, là. Et Agathe a perdu beaucoup d'immeubles, son mari aussi. Et je le sais parce que le rapport de Chosgros de Léry détaille chacun des immeubles et des lieux où il faut détruire même les cheminées qui vont tomber, celles-là qui sont restées debout. Alors, une des siennes, c'est qu'elle est juste à côté d'un monsieur Lafatigue. Puis c'était un bout de terre qu'elle avait cédé à ce monsieur Lafatigue. Alors, c'est clair que c'est ce coin-là, et c'est vraiment dans le coin qui s'en va entre la commune puis la rue Saint-Paul puis ces coins-là. Donc, ça a été pénible, vraiment pénible. Le premier, c'était, je pense que, je ne me souviens plus tout à fait, mais le dernier, c'est avec Marie-Joseph. Et bon, ça a été moins pire, mais ça faisait pas si longtemps qu'il y en avait déjà eu un terrible. Alors, et puis, on voit la réglementation après toutes ces choses-là. Hein. Chosgros de Léry détermine qu'il ne peut plus y avoir de bords de fenêtre en bois. Il va falloir que ça soit en pierre. Il va falloir que les toits sont de telle façon, etc., pour empêcher quand le feu prend. Puis, Donc, l'architecture et l'urbanisme évoluent au rythme des démolitions. Oui. Il y a un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, que vous nous parliez, c'est celui de votre prudence. À plusieurs reprises, vous faites état de la nature parcellaire de votre documentation, de vos sources premières. Vous dites, vous écrivez, je n'ai pas retrouvé le document, je n'ai rien vu dans les écrits, je n'ai pas retrouvé comment cette affaire se termine. Donc, il y a ce désir de documenter, mais en même temps, ces lacunes documentaires. Donc, comment vous avez trouvé peut-être la façon, c'est d'intégrer ça dans un ensemble plus cohérent, plus grand, mais c'est une difficulté importante quand on écrit l'histoire. C'est une difficulté pour tous les historiens, d'après ce que je comprends, parce que eux autres aussi, ce but, on voudrait savoir, on arrive quelque part, puis hop, il manque 3 pages, par exemple, dans un jugement. Fait que la décision, tu la connais pas. T'as un bout, puis tu te dis, mais ça finit comment? Hein? Ou alors, ça va en appel, puis ben, t'as pas l'appel. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi pour la suite des choses dans tel dossier, alors? Et donc ça, c'est frustrant, terriblement, mais j'aime mieux le dire que de laisser penser que c'est pas grave, puis ou de pas parler du tout de l'événement. Ou d'inventer quelque chose. D'inventer, non. Ouais. Parce que... moi, j'ai une formation d'avocate et puis j'ai toujours appris que, tu sais, on pose pas de questions si on n'a pas la réponse ou à peu près. On cherche et puis on n'invente pas des affaires puis on contre-vérifie. Alors, quand les personnes sont vivantes puis qu'elles me racontent des choses, c'est sûr que je vais aller chercher une vérification ailleurs puis 2 fois plutôt qu'une. Ici, j'allais vers les historiens, vers les écrits de l'époque, les contemporains. Mais bon, peut-être aurais-je pu me rendre en France, au ministère de la Marine, aller fouiller, voir s'il y avait quelques lettres d'Agathe que les gouverneurs qui n'ont pas été recensés ici. Puis mais là, tu sais qu'il y a comme une limite. Tout d'un coup, comme j'écris souvent, il faut clore l'enquête. Et puis, même si c'est frustrant. Et on se dit au suivant. Oui, au suivant, c'est ça. On a fait un bon bout de chemin et le suivant... Oui, parce que je veux dire, il y en a d'autres qui pourraient le faire, tu sais, puis, et puis il y en a d'autres qui pourraient travailler aussi à mettre en valeur des femmes d'affaires de l'époque. Les tenancières d'auberges, de bars, etc., ce sont d'astucieuses femmes d'affaires. Elles tiennent le monde interlope dans leurs mains, puis empêchent qu'il y ait trop de grabuge, puis bon. Mais on n'a pas d'études là-dessus. On a des noms ici et là, des affaires ici et là. Mais rien de plus. Bon, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, là, j'en fais plus ce genre de recherche, mais je trouvais ça fascinant parce qu'au hasard, étant donné que son mari fréquentait ces lieux-là, forcément, j'avais comme de l'information sous la main. Donc, on a envie de replonger. Ouais. Bien, merci infiniment, Nicole Forget, pour cet entretien, cette présentation d'Agathe de Saint-Père. Je rappelle que votre fascinante biographie
intitulé Agathe de Saint-Père, entrepreneur en Nouvelle-France, vient de paraître en 2024 chez Septentrion. Une lecture que vous ne regretterez pas, chers auditeurs, chères auditrices. Merci encore, Nicole Forget. C'est moi qui vous remercie. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous
vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.